Bonjour à tous, bienvenue dans À l'affiche 100% cinéma. Non, Kevin. Cette semaine, on parle des mignons qui déferlent sur les écrans. Issus de la saga Moi, moche et méchant, les petites créatures jaunes nous embarquent dans leurs péripéties plus délirantes que jamais. Dans Amy, Asif Kapadia revient sur la vie de la diva de la soul, Amy Winehouse, disparue à 27 ans. Un documentaire poignant, truffé d'archives. Qu'est-ce que tu vois? Pour réaliser Microbes et Gasoil, Michel Gondry a puisé loin dans ses souvenirs de jeunesse. Le réalisateur français à l'imaginaire débridé signe là un film touchant et très personnel. Pour parler de tout cela, je vais tout de suite retrouver notre chroniqueur cinéma, Thomas Borez. Bonjour Thomas. Bonjour Axel. Ravi de vous retrouver. Moi aussi. Alors on va commencer avec les mignons. Ils ont la forme de gélules jaunes. Ils parlent par onomatopée et sont à la recherche d'un nouveau maître aussi méchant qu'eux. Et donc Thomas, ils arrivent sur les écrans. Ben oui, ils arrivent sur les écrans. Alors, en langage cinématographique, on appelle ça un spin-off. Alors, un spin-off, c'est quand des personnages secondaires d'une saga prennent soudain le premier plan. Wolverine pour X-Men, par exemple. Et là, donc, les mignons pour la saga Moi, moche et méchant. Saga moche et méchant, 1 et 2 volets. 1,5 milliard de recettes à ce jour pour ces deux premiers volets. Donc espérons que les mignons vont en plus grossir la tirelire de cette saga. Alors une saga presque française, puisqu'elle vient d'un homme, Pierre Coffin, qui a co-réalisé tous les films dont on vient de parler. C'est lui surtout qui a créé la voix si particulière de ces mignons, une espèce d'espéranto qui emprunte autant aux onomatopées qu'à des langages un petit peu particuliers de tous les horizons. Alors, les mignons, en deux mots, c'est quoi? C'est des petites créatures qui s'occupent depuis la nuit des temps de tous les méchants. Et là, quand on les prend dans ce film, ils sont un petit peu orphelins de méchants. Ils en cherchent un, ou plutôt une. Elle s'appelle Scarlett Overkill et c'est Marion Cotillard qui lui prête sa voix dans la version française. Il y a également Guillaume Canet, Gad Elmaleh. Aux États-Unis, c'est Sandra Bullock, John Hamm de la saga Mad Men. Bref, que du beau monde. Regardez. Oh, Walter, regarde, ces adorables petits monstres vont aussi à Orlando. Vous allez à la foire du mal, pas vrai? Foire du mal. Je vais demander des autographes à mes méchants préférés. Scarlett Overkill. Si j'étais un mignon, c'est pour elle que je voudrais travailler. La foire du mal. La foire du mal. Bienvenue à la foire du mal, le rassemblement mondial des pires crapules. Un don pour la méchanceté? Pas mal. Et vous, un don pour la méchanceté? Hello. La 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 la. Hein? Ce n'est ni un don ni de la méchanceté. Et ils ont un langage assez sommaire, ces mignons. Alors, on va parler d'une autre voix, une voix d'or maintenant, celle de la chanteuse Amy Winehouse, morte en 2011 à 27 ans. Asif Kapadia lui a consacré un documentaire qui a été présenté à Cannes et qui est aujourd'hui sur les écrans français. Alors, ça vous a touché, ça vous a intéressé, Thomas? Oui, touché, intéressé, c'est-à-dire que le film a la bonne idée de s'appeler Amy et non pas Amy Winehouse, parce qu'on sent que Asif Kapadia, qui avait déjà réalisé le formidable documentaire Senna, s'intéresse plus à la femme plus qu'à la chanteuse. Alors évidemment, les chansons sont très présentes, évidemment, dans cette histoire, mais c'est surtout une femme, Amy, une jeune femme qu'on va suivre parce qu'il a trouvé des images d'archives vraiment depuis sa tendre enfance jusqu'à son adolescence. Tout a été filmé. On voit vraiment à quel point elle a été entourée d'images constamment. C'est une vie chaotique d'une femme à la fois seule et extrêmement naïve. Voilà, donc Asif Kapadia signe un film remarquable qui n'est pas sans ambiguïté, mais on en reparlera après. Alors, on a rencontré le réalisateur, Yves Jackson l'a rencontré, on va tout de suite l'écouter. En tant que réalisateur, je me dois d'utiliser tous les outils qui sont à ma disposition, y compris les images des paparazzi. J'ai fait ce choix car pour certains moments de sa vie, ce sont les seules images qui existent, et parce que c'est quelqu'un qui a toujours été abusé par ce système et par les médias. Et c'est très difficile de parler de cela sans les images parce que c'est très visuel. Grâce à ces images, on est au milieu de la scène avec elle et on se rend compte que la caméra nous attaque. De manière générale, tout le film parle aussi de sa relation avec l'objectif.
Voilà toute l'ambiguïté du film, hein. C'est à la fois, on veut dénoncer un système, cette surmédiatisation, et en même temps, on s'en sert pour raconter son histoire. Donc voilà, c'est un film qui fait un peu, on va dire, polémique, c'est un bien grand mot, bien que le père d'Amy Winehouse dit un peu tout et son contraire sur ce film. Mais voilà, c'est un film qui pose quand même des questions sur la représentation des stars aujourd'hui. Avec beaucoup d'archives et puis beaucoup d'interviews inédites. Hein. Absolument. Alors on va passer maintenant au portrait d'une autre jeune femme, éthiopienne, cette fois d'Ifret. Ce film éthiopien en fait raconte le calvaire d'une jeune fille de 14 ans qui a été enlevée pour être mariée de force. Le film retrace son combat pour faire entendre sa vérité dans un pays avec beaucoup de traditions parfois violentes. Absolument, parce que voilà, alors il se trouve que donc, les lois ont changé, on en parlera, mais la petite Hirut dans le film a 14 ans, elle est donc enlevée pour être mariée de force, et puis elle veut se défendre de son agresseur, parce qu'on peut parler vraiment d'un agresseur qui la viole vraiment, et donc elle se rebelle, elle tue son agresseur, et là bien sûr elle est accusée de meurtre, alors qu'en fait elle se défend d'une certaine manière. Et là le film va suivre le combat de cette jeune fille, certes, mais surtout de son avocate, Maïsa, dans le film, qui est incarnée par une star dans le pays, en Éthiopie, Meron Getnet. Et en fait, cette avocate va se battre contre un univers quand même essentiellement masculin et contre tout un pays pour faire entendre la voix de cette petite fille. Donc un film extrêmement poignant et un film qui parle vraiment de l'Éthiopie d'hier, mais bien sûr aussi d'aujourd'hui. ስጠብቅ የመከራዬ ምክንያት ሆና ተገኘች። ልጅቷ 14 ዓመት ሆነ እና የ14 ዓመት ልጅ ናት ወንድ የገደለችው። ቤተሰቦቼ ጋር መመለስ ብቻ አይዞሽ፣ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። የዚህችን ልጅ ህይወት አተርፋለሁ ብለሽ እንዳታስቡ። ይህ ወረቀት የሚገልጸው ልጅውን በፍርድ ቤት ጥብቅና እንድንቆምላት መፍቀዶት። Et ce film, il a été parrainé ou du moins produit par Angelina Jolie, et il y a une polémique qui est née. Oui, absolument. C'est-à-dire que Angelina Jolie, alors, elle l'a produit, certes, en tout cas, elle a posé son nom sur l'affiche, elle avait vu le film terminé dans un festival, et là, ça l'a touchée, puisqu'Angelina Jolie, actrice, productrice, réalisatrice, mais aussi ambassadrice du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Donc vraiment, elle a été touchée par cette histoire, a décidé d'accoler son nom. Le problème, c'est que cette histoire, donc inspirée d'histoire vraie, survenue en 1996. La vraie victime s'est un petit peu réveillée et a trouvé qu'on avait un petit peu volé son histoire, et surtout réactivé finalement son calvaire. Et surtout, elle a peur, en fait, que de revoir cette histoire puisse finalement la mettre en danger dans son pays. Donc elle a interdit à ce que le film d'Ifret sorte dans son pays, en Éthiopie, vraiment pour la protéger. Alors place maintenant au nouveau film de Michel Gondry, Microbe et Gasoil. Le réalisateur français est connu pour ses univers décalés. On lui doit notamment La science des rêves ou encore L'écume des jours. Il signe aujourd'hui un road movie adolescent sur les routes du Morvan. Marie-Jo Jouan a rencontré l'équipe du film. Va t'asseoir à côté de cette jeune fille. On les surnomme Microbe et Gasoil. L'un est timide, l'autre déluré. 30 ans à eux deux. Ange d'Argent et Théophile Baquet débutent au cinéma pour jouer deux amis qui décident de traverser la France dans un engin de leur fabrication. Qu'est-ce que tu vois? Une maison. Et là? Une maison avec des roues. Exactement. Volant de récupération, enfin bien rouillé. Pas d'effets spéciaux, une vraie voiture cabane faite de quelques planches de bois et d'un moteur de tondeuse. Ils l'ont conduite à travers le Morvan, un tournage qui a ressemblé à des vacances. C'était une sorte de traversée parce que déjà on n'était pas avec nos parents, donc on était seuls. C'était presque une sorte de fugue en fait. Donc on a fait... pas une fugue, mais... Non mais moi j'ai l'impression d'avoir fait ce voyage en fait. Un engin sorti de l'imagination débordante de Michel Gondry, cinéaste connu à travers ses films pour son goût du bricolage, dans La science des rêves ou plus récemment L'écume des jours. Ici, Michel Gondry puise dans ses propres souvenirs. Pour être mon ami, il faut avoir une sacrée indépendance d'esprit. Vu ma cote de popularité. Lui aussi a connu ce genre d'amitié. J'en ai marre de pousser. J'avais aussi cette tendance de prendre quelqu'un comme mentor, comme quelqu'un qui avait une sorte de philosophie. C'était toujours des gens qui étaient un peu exclus. Mais effectivement, j'avais ces angoisses d'avoir un manque de personnalité. Microbe, le petit blond maladroit, c'est lui. Je crois que je suis influençable. Mais non. Bah si, regarde. Par exemple, si j'aime un film et que tu me dis que le film est nul, je vais trouver le film pas bien. Qu'est-ce que t'attends, vas-y.
Les premières amours, la complicité, les émotions adolescentes. High five! Je fais pas le high five, c'est vulgaire. Plein d'originalité, de poésie, le film est à l'image de ce drôle de véhicule. C'est dans la légèreté qu'il est le meilleur, je trouve, Michel Gondry. Quand c'est moins sophistiqué, c'est là où il est le meilleur. Et d'ailleurs, ce film a été un peu pensé comme une récréation. Il est sorti épuisé, éreinté du tournage de L'Écume des jours. Et c'est son actrice Audrey Tautou, qui d'ailleurs a un petit rôle dans ce film, qui lui a dit « Laisse tomber le projet que tu avais, qui était une adaptation de Philippe Cadic, Ubik, un film donc de science-fiction. » Voilà. Il lui a dit « Fais un film un peu plus léger, fais un peu une petite récréation. » Et il a donc fait ce film, Microbe et Gasoil, qui vaut justement pour cette légèreté. Un peu d'épure. Un peu d'épure. Et on finit l'émission avec un chef-d'œuvre du cinéma. Aujourd'hui, Le Troisième Homme de Carol Reed ressort en copie restaurée. C'est l'immense Orson Welles qui est au casting, évidemment. Et c'est un thriller magistral, Thomas. Oui, tourné dans les cendres encore brûlantes d'un Vienne en flammes après la Seconde Guerre mondiale. On est en 1948, le film sortira en 1949, obtiendra l'équivalent de la Palme d'Or de l'époque. À l'époque, on disait un grand prix à Cannes en 1949. Orson Welles joue une espèce de fantôme, une ombre qu'on distingue à peine dans les ruines donc, de Vienne. Un écrivain américain débarque à Vienne, essaie de trouver cet homme qu'on le dit mort. Il n'est pas mort, c'est Orson Welles. Tiré d'un roman de Graham Greene. Pas un roman. Graham Greene a vraiment écrit un scénario original. Un scénario. Voilà, absolument. Il n'a pas puisé dans l'un de ses romans, mais dans sa propre imagination pour ce film. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Axel. Merci, et à la semaine prochaine pour une autre émission 100% cinéma. Merci à vous tous de nous avoir suivis, et merci aux mignons du service culture qui nous ont aidés à préparer cette émission. Et on se quitte avec des images flambant neuves du Troisième Homme et du très charismatique Orson Welles. Martin's engaged on a new book. Yes. It's a murder story. It's based on fact. It's called The Third Man. So you're going to find me the real criminal. Sounds like one of your stories. You're wrong about Harry. You're wrong about everything. Hey!